Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 245e briefing, cet éclairage sur l'actualité en Russie. Donc, selon nos bonnes habitudes, le briefing du lundi est consacré à l'international, à la diplomatie, aux efforts de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, nous avons Igor tout seul pour en parler. Arnaud nous salue, mais est encore en tournée quelque part en France. Voilà, donc sans plus attendre, Igor, tu vas nous dire ce qui s'est passé depuis jeudi. Merci Président, bonjour à tous. Il y a eu une fin de semaine effectivement assez chargée en fin de semaine dernière, puisque jeudi, lorsque nous avions notre traditionnel briefing, je vous annonçais qu'il y avait des discussions en cours entre deux délégations, délégations russes et américaines à Istanbul, au consulat de Russie. Des discussions qui ont été assez longues d'ailleurs, hein, qui ont duré plus de 5 heures entre l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de Russie à Washington, M. Darchiev, et la responsable pour la politique européenne et eurasiatique du département d'État, Mme Coulter. Des discussions donc très longues et qui se sont achevées après notre briefing, mais qui ont donné lieu à des déclarations assez positives de part et d'autre, puisque les Russes comme les Américains se sont félicités du contenu des discussions, ont parlé d'échanges positifs. Alors c'est intéressant de le relever parce que lors de la précédente réunion entre les équipes dites techniques, et on n'avait pas vraiment eu le même son de cloche à la sortie des échanges. Les Américains avaient été assez, comment dirais-je, presque dithyrambiques en expliquant que c'était des pourparlers, que c'était très bien passé, très prometteur, et les Russes étaient étaient peu avares en commentaires. Bon, là en revanche, sur la qualification, je dirais, des échanges, on est à peu près à égalité hein, sur l'évaluation des choses. Et donc, et sur le contenu, alors je vous avais expliqué que c'était des pourparlers qui avaient pour but d'avancer sur l'agenda strictement bilatéral. Donc, il était question du fonctionnement des ambassades, il était question du visa des diplomates, il était question de compte en banque, il était question de choses voilà, assez fonctionnelles finalement. Euh, alors que la deuxième réunion importante, c'était celle qui a eu lieu vendredi, donc le lendemain, avec la visite de l'envoyé spécial Donald Trump pour le Moyen-Orient, Monsieur Witkoff, Steve Witkoff. Donc on a compris qu'il a vraiment le mandat présidentiel pour mener les discussions au sujet de l'Ukraine, en réalité, hein, malgré le périmètre de son portefeuille, le périmètre théorique, hein, le Moyen-Orient. C'est lui qui s'occupe donc de ce dossier. Monsieur Witkoff s'est rendu à Saint-Pétersbourg, où il était vendredi, pour des entretiens avec Vladimir Poutine, qui s'est déplacé donc dans la capitale du Nord. Monsieur Witkoff a été accueilli par Monsieur Dmitriev. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait commenté la semaine dernière le déplacement de Kirill Dmitriev à Washington. Il a été accueilli par Monsieur Kirill Dmitriev avant son entrevue donc avec le président russe. Alors une entrevue très très longue, hein, puisqu'elle a duré 4 heures et demie. Une entrevue qui a duré 4 heures et demie. C'est le troisième déplacement de M. Witkoff en Russie depuis le début du mandat de Donald Trump et c'est le premier entretien aussi long entre un haut responsable américain et le président russe en réalité depuis des années. On sait très peu de choses sur ce que se sont dit M. Witkoff et M. Poutine. Il n'y a pas eu de communiqué, pas de conférence de presse, vous l'imaginez bien des communiqués extrêmement elliptiques. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que sur comment dirais-je, la teneur des échanges, là aussi, ils ont été qualifiés de constructifs et de positifs par les deux parties. Donc, une séquence, dira-t-on, qui a priori semble réussie pour les deux, au vu des communiqués. Maintenant, évidemment que sur le fond, il faudra attendre de voir ce que cela peut donner. Selon certaines rumeurs, il y avait été discuté notamment, on peut l'imaginer, une rencontre à venir entre Trump et Poutine en Arabie Saoudite, hein, puisque c'est un des projets qui est évoqué depuis quand même plusieurs semaines, en tout cas qui revient dans les commentaires de personnes qui sont au courant de ces processus et qui commentent ces processus, ont commenté, hein, comment dirais-je, ces processus. Et c'était une rencontre, donc on voit bien la dualité de l'approche. Le jeudi, la rencontre bilatérale à Istanbul, donc sur l'agenda russo-américain que je viens d'évoquer, et le lendemain, la rencontre consacrée à l'Ukraine. Donc on déconnecte vraiment les deux sujets. Ce sont deux équipes distinctes qui se chargent de ces deux sujets.
parce que les Russes comme les Américains, évidemment, font le constat que les choses n'avancent pas vite sur le dossier ukrainien, et c'est peu de le dire, et c'est pas surprenant. Là aussi, on l'a commenté plusieurs fois avec Arnaud, hein, vu le passif. Donc, il y avait évidemment cette idée de moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques, qui est censée être entrée en vigueur depuis le mois de mars dernier, mais qui en réalité n'est respectée par personne, hein. Donc, premier constat d'échec. Et deuxième constat d'échec, c'est le projet de cessez-le-feu partiel sur les combats en mer Noire. Donc, je vous avais parlé de ça aussi le mois dernier. Et là aussi, en fait, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et ce projet de cessez-le-feu n'est toujours pas finalisé. D'ailleurs, il se dit que demain et après-demain, des équipes de négociateurs russes et ukrainiens doivent se rencontrer à Ankara pour avancer sur les modalités d'application de ce cessez-le-feu en mer Noire. Mais ce sont des rumeurs, les Russes ne confirment pas, mais n'infirment pas. Donc là aussi, on voit beaucoup de prudence au minimum, hein, de part et d'autre par rapport à l'annonce de ces discussions. Donc rien n'est fait, ça stagne. Et sur le terrain, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de signaux qui semblent indiquer que l'armée russe a entrepris ou a déclenché son offensive de printemps, puisqu'on note une augmentation de l'activité opérationnelle de l'armée russe sur pratiquement tout le front, depuis la région de Kharkov, notamment autour de Liman, jusqu'à Zaporojye, qui était une région relativement calme du front, enfin une portion du front relativement épargnée par les combats depuis en réalité plusieurs mois. Et on constate depuis plusieurs jours une activation des combats dans cette zone-là, avec des poussées de la part des Russes. Donc, des choses qui semblent indiquer que l'offensive de printemps aurait pu être lancée. En tout cas, les Ukrainiens semblent y croire, puisqu'il y a eu des communications de la part des hauts responsables militaires ukrainiens qui affirment que cette offensive a bel et bien été lancée. Euh, D'ailleurs, Monsieur Witkoff, après son déplacement à Saint-Pétersbourg, a poursuivi son périple, mais plus au sud, dans le Golfe, il s'est rendu à Oman pour discuter du dossier iranien, puisque toute cette séquence intervient dans un double contexte que nous connaissons bien, qui est d'abord la guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump à l'égard de beaucoup de pays en réalité, surtout à l'égard de son déficit commercial, mais donc à l'égard de beaucoup de pays, et d'autre part le durcissement du ton de Washington sur le dossier iranien. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure ce double contexte peut-il influencer ou pas la dynamique sur le dossier russo-américain et plus spécifiquement sur le règlement du conflit en Ukraine. Alors, je dirais qu'à ce stade, a priori, il y a peu de répercussions concrètes, hein. En tout cas, on n'en voit pas, on ne peut pas les mesurer. En revanche, il y a certainement des influences au niveau systémique. C'est-à-dire que sur le dossier de la guerre commerciale, on voit bien les premières réactions. On a vu notamment Xi Jinping faire l'appel du pied aux Européens en expliquant qu'il fallait que les Européens et les Chinois se rapprochent, en tout cas travaillent de manière un peu plus harmonieuse, dira-t-on, pour faire face à cette guerre commerciale américaine, ce qui d'ailleurs a provoqué des réactions assez diverses, hein, côté européen. Et deuxièmement, au niveau même des Européens, on voit que c'est assez fragmenté, puisque chacun, finalement, il va un petit peu de sa réaction à l'égard de cette guerre commerciale américaine. Alors, il y a d'abord proclamation que à peu près homogène, hein, qu'évidemment, c'est une guerre commerciale qui est un défi, etc. Mais ensuite, sur la façon de comment y répondre, en revanche, on voit des divergences. On a constaté, par exemple, que les Français et les Allemands ne sont pas d'accord sur une hypothèse qui consiste à envisager une taxe sur les grandes entreprises de la tech américaine en guise de réponse. Les Français sont favorables, les Allemands ne sont pas favorables. Donc là, il y a évidemment des divergences. Et j'ai relevé un article très intéressant, une analyse assez intéressante, celle réalisée par M. Kortunov, hein, donc, qui est au Conseil russe pour les affaires internationales, ancien président du Conseil russe pour les affaires internationales, qui est au club de Valdaï et qui explique que finalement c'est une constatation supplémentaire que l'Occident collectif n'existe plus, en réalité qu'il est en train de se disloquer, ce qui peut aussi jouer, j'allais dire, de manière systémique sur les échanges autour de l'Ukraine, on voit bien, hein, mais c'est un élément supplémentaire qui va dans ce sens-là. Et d'autre part, il faisait la constatation que finalement, si une personne à la Maison-Blanche avait la capacité, à travers cette prise de décision sur la guerre commerciale, de provoquer autant de réactions à travers la planète, eh bien, c'était une démonstration d'une forme de persistance de l'unipolarité
du système financier et des échanges commerciaux mondiaux, hein, autour de la grande puissance américaine. Et donc, de ce point de vue-là, cela a appelé, une fois de plus, comment dirais-je, à justifier l'idée d'un monde multipolaire plus équilibré, et donc, cela mettait en avant la pertinence, selon M. Kortounov, d'institutions comme les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai, hein, selon cette logique multipolaire, pour contrebalancer le poids, toujours démesuré, en tout cas au plan financier et commercial, des États-Unis dans le système donc, commercial mondial. Voilà. Donc pour l'instant, je dirais que sur le dossier purement russo-ukrainien, et le niveau où en sont les discussions, on ne peut pas vraiment constater d'évolution, enfin de répercussions. En revanche, vu que ça influence sur le système général, un petit peu dans lequel prennent lieu ces discussions, eh bien, peut-être qu'à terme, on pourra quand même mesurer des conséquences. Parce que si jamais la guerre commerciale, alors en plus, pour l'instant, M. Trump semble rétropédaler sur un certain nombre de décisions qu'il a prises, hein, finalement en réaménageant pour le niveau des barrières, en supprimant certaines sur certaines commodités. Donc, c'est quelque chose qui est fluide, hein, qui n'est évidemment pas figé. Mais on peut imaginer que si jamais le bras de fer entre Chinois et Américains s'engage vraiment et que personne, enfin que tout le monde campe sur ses positions et n'est pas ouvert à un compromis, à force, ça pourra faire bouger un peu les lignes, peut-être, sur le dossier ukrainien. Et quant à l'Iran, eh bien, il y a également là aussi beaucoup de tensions qui s'accumulent autour de ce dossier. On sait que Donald Trump a quelque sorte imposé un ultimatum, on pourra dire un nouvel ultimatum, dont il est coutumier, en tout cas comme mode de négociation. Est-ce que ça veut dire que dans X semaines ou X jours, il va revenir sur ses paroles et finalement son ultimatum n'était pas vraiment un? Nous verrons bien. Mais en tout cas, pour l'instant, on est toujours dans l'ultimatum adressé par Donald Trump au régime iranien pour qu'il cesse son activité d'enrichissement nucléaire, pour qu'il revienne à la table des discussions sous la contrainte, sous la coercition, donc à la fois des sanctions, mais aussi par la présence accumulée de dispositifs militaires américains dans la région. Donc les tensions qui s'accumulent, alors là aussi pour l'instant, comment dirais-je, la logique c'est de provoquer des discussions en étant en position de force, hein. Mais admettons un scénario où effectivement il y a des frappes ou des frappes limitées, vous voyez, donc ça pourrait avoir des répercussions évidemment extrêmement importante. D'ailleurs, évidemment, pas que sur le dossier ukrainien potentiellement, mais ailleurs. Donc, à ce stade, évidemment, on ne mesure pas grand-chose, mais ce sont des choses, comment dirais-je, des dossiers à surveiller pour le moyen terme et peut-être même à plus court terme, en fonction de la façon dont ils vont se développer. Voilà, Gilles, pour la petite présentation. Merci. Alors, on a pas mal de questions. Alors, notamment, on nous demande, il semblerait que l'administration Trump ait prolongé les sanctions contre la Russie d'un an. Euh, Est-ce que c'est parce que c'est plus ou moins automatique et de toute façon c'est un an et ça ne peut pas être 6 mois ou 8 mois? Est-ce que c'est un signal? Est-ce que comment faut-il l'interpréter? Alors, ça a été relevé, hein, côté russe, évidemment, on imagine bien, notamment sur les réseaux sociaux et les réseaux plutôt de la mouvance Z, hein, évidemment, qui sont extrêmement méfiants à l'égard de tous ces processus de discussion entre Russes et Américains, qui redoutent une forme de trahison, en fait, hein, et que on arrête trop tôt le conflit, alors que de leur point de vue, finalement, les choses ne sont pas forcément si mal embarquées sur le terrain pour pouvoir comment dirais-je, continue de marquer des points militairement. Donc ça a été évidemment scruté et ça a été mis en avant par cette mouvance Z, mais pas seulement. Parce que c'est vrai qu'il s'agit de sanctions qui ont été prises en 2021 par Joe Biden, donc avant l'éclatement du conflit. Donc dans un contexte déjà de tension, hein, entre la Russie et les Occidentaux, mais évidemment avant le 24 février et qui ont été prolongées. Alors, il y a toujours deux catégories de sanctions. Il y a les executive orders, donc qui relèvent exclusivement du domaine du président et qui peuvent être annulés, révoqués, réaménagés, je dirais, un petit peu de manière discrétionnaire à la discrétion du président. Il y a les sanctions qui demandent à être votées, dont la levée demande à être votée par le Congrès, bon, ce qui est encore autre chose. Mais là, évidemment, c'est des sanctions qui ont été reconduites de manière un peu automatique, j'allais dire, par le président américain. Je pense que l'idée est de conserver au maximum de carottes possibles pour les Américains dans leurs discussions avec les Russes. Parce que finalement, les bâtons, ils en ont plus tellement, ça aussi, on l'a déjà dit. Il y a tellement tout qui a été sanctionné, qu'il n'y a plus tellement de bâtons et de menaces. Trump parle quand même
d'augmenter les taxes ou de mettre des sanctions secondaires, enfin, ou sur le pétrole russe. Mais là même, on n'est pas sûr des effets que ça peut avoir sur le marché, est-ce que c'est souhaitable ou pas. Enfin, on comprend bien que ça concerne en réalité beaucoup de pays, y compris des proches alliés des États-Unis. En revanche, il y a beaucoup de carottes. Il y a la levée de sanctions, donc là, il les prolonge pour conserver hein, un élément de négociation à l'égard des Russes. Mais ça, c'est un élément qui est souligné depuis des semaines en réalité par beaucoup d'observateurs en Russie, c'est-à-dire que Trump, avant même d'engager les discussions avec le Kremlin, avec les Russes, c'est déjà quelque part défaussé de certains nombres d'atouts qu'il avait. Hein. Il a clairement fait comprendre que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, en tout cas que ce n'était pas une perspective souhaitable. Il s'en est pris ouvertement aux Occidentaux, donc à travers le discours de J.D. Vance à Munich, qui était évidemment qui était un électrochoc. Il y a eu d'autres déclarations qui ont été finalement pratiquement des concessions qui étaient faites avant même d'engager la négociation avec les Russes. Mais néanmoins, conserve toujours un certain nombre d'atouts dans son jeu, dont ces sanctions. Et ça, certains observateurs en Russie ne manquent pas de le souligner en indiquant qu'il y a beaucoup de paroles hein, où Trump explique qu'on est à deux doigts de la paix, que c'est un pas de plus vers la paix, que les choses se passent bien avec les Russes, et qui peut montrer dans de l'agacement le lendemain. Euh, mais en tout cas, sur les actes, concrètement, bah, les sanctions sont toujours, le dispositif de sanctions est toujours en place. On a vu des réaménagements à la marge qui étaient intéressants à observer sur des sanctions qui touchent des personnes, qui ont pu être retirées de certaines listes. Mais évidemment que l'essentiel du dispositif reste bien là. Et d'ailleurs, Donald Trump compte toujours sur l'arme des sanctions pour, d'une manière générale, livrer cette guerre commerciale que je décrivais avant. Et bon, les barrières tarifaires, je veux dire, c'est un classique depuis des siècles en réalité. Mais sur le dollar, il a clairement menacé les BRICS de sanctions si jamais il cherche à édifier un système alternatif de paiement pour s'affranchir du dollar. Donc pour lui, ça reste évidemment une arme parfaitement valable dans cette logique-là. Merci. Alors, on a pas mal de questions sur l'attaque de missiles russes qui a fait un certain nombre enfin, nombre impressionnant de victimes civiles. Euh, alors, il y a plusieurs questions là-dessus. C'est d'une part, est-ce que c'est une frappe volontaire ou est-ce que c'est une erreur? Comment est-ce que c'est présenté en Russie en tout cas? Deuxième chose, ça semble avoir suscité beaucoup de réactions, notamment du chancelier allemand, dont un certain nombre d'articles disent que ça le conduirait à livrer les missiles Taurus qui sont en attente depuis, depuis le début. Et par conséquent, donc il y a plusieurs questions qui se posent comme ça, avec une menace qui se renouvelle sur le pont de Crimée. Et donc, est-ce que cette menace sur le pont de Crimée, dont on a beaucoup parlé il y a un an et demi ou 2 ans déjà, est-ce que ça pourrait être un élément non négligeable de la situation actuelle? Oui, en fait, il y a beaucoup de questions autour de cette affaire de frappe à Soumis. Alors, dans l'ordre, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est plutôt volontaire? A priori, c'est quand même plutôt volontaire. C'est peu de le dire, vu la cible qui a été touchée et vu le type d'arme qui a été employée. Hein, parce que c'est pas un tapissage avec des roquettes et une roquette qui tombe un petit peu, j'allais dire, par hasard sur un bâtiment. C'est pas un missile qui a été intercepté par la défense antiaérienne et dont les débris viennent s'écraser sur un bâtiment. Ce qu'on a déjà vu hein, dans d'autres configurations ailleurs en Ukraine et des débris qui peuvent tomber sur des immeubles d'habitation ou sur je ne sais quoi. Enfin, a priori, pas une cible de nature militaire. Bon, là, c'est quand même un missile Iskander. Je disais la dernière fois que les Russes, a priori, je rapportais les propos du Sacker, un général Cavoli, qui expliquait que les Russes vont en fabriquer certainement 200 cette année. Donc, c'est pas non plus un missile qui peut être consommé de manière importante. Je crois avoir vu passer une confirmation du ministère russe de la Défense que c'était bien une opération qui était menée, une frappe qui a été menée et donc présentée comme un succès par l'armée russe, hein. Mais vraiment tout à l'heure, hein, dans l'après-midi, donc pratiquement 24 heures après la frappe elle-même. Soumis, alors, les gens alors, il y avait évidemment une cérémonie de remise de médailles à un certain nombre de combattants qui appartiennent. Alors, il y a un débat encore sur l'unité qui a été décimée, hein.
Bon, mais peu importe, en tout cas, il y a un grand nombre de combattants de cette unité qui ont été éliminés dans cette frappe-là, y compris des gens à plus haut gradé. Donc, ce qui, voilà, fait dire que c'est a priori évidemment pas une erreur quand même, surtout que ça a été confirmé visiblement par le ministère russe de la Défense. Alors, soumis, ce qu'il faut voir, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de l'activation de l'offensive russe de printemps. La région de Soumy fait partie des régions qui sont concernées parce que les Russes veulent édifier comme zone tampon. Souvenez-vous, l'an dernier, Vladimir Poutine, il y a même peut-être un an et demi maintenant, ça passe vite, après des incursions ukrainiennes, mais on n'était pas encore à l'incursion, la grosse incursion de Koursk, hein, c'était auparavant. Vladimir Poutine avait ordonné à son armée d'instaurer une zone tampon dans le territoire ukrainien d'une quarantaine, cinquantaine de kilomètres pour mettre à l'abri le territoire russe, donc les régions frontalières Belgorod, Bryansk et autres, hein, de l'artillerie de champs de bataille ukrainienne. Bon. Un an et demi plus tard, cette zone tampon n'est toujours pas faite. Et donc là, ce qu'on voit, ce qu'on croit comprendre, c'est que il semblerait que de ce côté-là, le front aussi s'active et que les Russes cherchent à gagner de la profondeur dans le territoire ukrainien pour créer cette zone tampon en question dans le cadre de ce qui pourrait bien être cette offensive de printemps. Et donc, à ce titre-là, cette frappe pourrait faire partie de l'ensemble des opérations qui sont menées par l'armée russe sur cette portion-là du front, étant entendu qu'à Kursk même, les Ukrainiens ne tiennent plus qu'un patelin et quelques dizaines de kilomètres carrés, mais qu'en fait, cette partie-là du front est en train progressivement voilà, de perdre en importance par rapport à ce que c'était il y a encore un mois ou deux. Alors, sur les réactions, évidemment, on a entendu beaucoup de choses. Ça me permet de reboucler sur la réunion de Ramstein dont je vous parlais, qui s'est tenue effectivement vendredi, et où on a vu l'Allemagne, puisque Merz est cité dans ta question, qui a promis effectivement de encore débloquer des moyens assez substantiels d'ailleurs pour les Ukrainiens, surtout sous forme de capacités d'interception antiaérienne, puisque c'est un des gros sujets identifiés par les soutiens de l'Ukraine, c'est de consolider la capacité des Ukrainiens à lutter contre les drones, les missiles de croisière et tout ce qui arrive par les airs finalement, et dont en théorie ce qui s'est passé à Soumy. Et donc, sur les Patriotes qui coûtent extrêmement cher et qui sont assez rares quand même, les Allemands ont promis de livrer un certain nombre de choses. Et c'est dans ce cadre-là que Merz aussi a réagi d'ailleurs, aussi se singulariser par rapport à son prédécesseur, hein, M. Scholz, dont vous savez, qui était euh, critiqué par ses détracteurs qui le considéraient qu'il était beaucoup trop timide, beaucoup trop d'atermoiements sur ce qu'il faut livrer, ce qu'on peut pas livrer, selon comment dirais-je, quel timing. Euh, Monsieur Scholz, jusqu'à, j'allais dire, la fin de son mandat, s'est toujours refusé à livrer les taux russes, y compris dans des contextes de pression beaucoup plus forts, hein, puisqu'il y avait comment dirais-je, sur le terrain, des combats beaucoup plus, peut-être beaucoup plus violents, en tout cas des offensives beaucoup plus prononcées, la contre-offensive ukrainienne, etc. Il a toujours refusé de livrer ce type de missiles, hein, les taux russes, pour éviter l'escalade. Le pont de Crimée, alors j'ai pas lu la déclaration exacte, mais visiblement c'est quelque chose qui aurait été cité par M. Merz. Effectivement, ça renvoie à des discussions qui n'ont plus vraiment cours en réalité depuis plusieurs mois. C'est vrai que le pont de Crimée était pris pour cible régulièrement pendant toute l'année 2023 et une partie encore peut-être début de l'année 2024. Puis ça s'est arrêté en raison de pas mal de facteurs et on en parle beaucoup moins depuis. Et donc, effectivement, les Taurus, donc, à l'époque, certaines personnes souhaitaient ardemment la livraison à l'Ukraine, auraient été des munitions idoines, en quelque sorte, pour une opération contre le pont de Crimée, parce qu'ils ont une charge utile qui est beaucoup plus importante que d'autres missiles de croisière livrés par les Occidentaux, et ils ont une portée un peu plus importante. Mais ça supposerait un tir, j'allais dire, groupé. Enfin, c'est extrêmement, comment dirais-je, compliqué à mettre en œuvre. Et surtout, ça implique une participation directe des puissances occidentales pour le guidage du missile, la préparation de la munition. Enfin, là, il n'y a même plus tellement de débat sur la co-belligérance en réalité. Donc, c'est pour toutes ces raisons, notamment, que Scholz se refusait probablement à autoriser la livraison. On verra ce que fera Merz, mais ça renvoie au sujet que j'évoquais tout à l'heure du moratoire sur les opérations navales en mer Noire. Parce que si jamais les Russes et les Ukrainiens parviennent à s'entendre sur la modalité de la cessation des hostilités en mer Noire, donc principalement que les Ukrainiens arrêtent d'utiliser des drones de surface
et peut-être demain des drones sous-marins pour attaquer les infrastructures militaires russes en Crimée et ailleurs. En contrepartie de quoi les Russes arrêteraient d'utiliser la mer comme plateforme de tir potentiellement pour frapper l'Ukraine. Euh, Finalement, est-ce que une telle opération contre le pont de Crimée pourrait avoir lieu? Normalement, non, si on joue le jeu du moratoire. Mais pour l'instant, ce moratoire n'existe pas. Il a du mal à être réactivé, mais, euh, mais c'est peut-être qu'il le sera. Moi, je pense qu'in fine, ils vont y arriver parce que ça a déjà eu lieu. J'en avais parlé précédemment avec le deal céréalier qui avait fonctionné, hein. Là, en fait, l'idée, c'est de réactiver quelque part le deal céréalier, mais d'élargir l'assiette des cibles et des choses qui sont sanctuarisées. Donc, c'est évidemment plus ambitieux, mais il y a un intérêt quand même de part et d'autre pour peut-être jouer le jeu au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois. Puis après, ça s'arrêtera peut-être, mais ou peut-être ça va fonctionner. Mais je pense que là, en tout cas, c'est un endroit où il y a un intérêt partagé. Alors, on a une autre question qui n'est pas liée. Bonjour, est-ce qu'il y a des réactions en Russie suite à des propos de dirigeants d'Engie Total Energy évoquant un retour partiel du gaz russe en Europe en cas d'accord de paix? Alors, c'est Alors, réaction à l'égard des propos de... Non, ça, moi, je n'ai rien vu. Enfin, en tout cas, pas de réaction officielle. Je n'ai pas vu comment dirais-je, de choses substantielles. Il y a des réactions à la Douma. Il y a certains députés à la Douma, notamment au parti Jean Nouveau, qui se sont... Il y a eu une levée de boucliers. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein, Jean Nouveau, hein, vous le savez, mais en tout cas, il y a un député en particulier, dont le nom m'échappe, qui effectivement s'est illustré par quelques propos la semaine dernière pour dire que les entreprises occidentales il n'y avait pas d'automaticité du retour, qu'il faudrait prendre en compte pas mal de paramètres, la façon dans laquelle elles sont parties, est-ce qu'elles ont joué le jeu ou pas du départ, ou est-ce que, enfin voilà. Mais bon, c'est un député à la Douma, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un ballon d'essai? Il est certainement en service commandé. Quels intérêts, enfin, il représente quels intérêts, vous voyez? Donc, c'est plutôt des réactions de cet ordre-là que l'on peut voir. Il y a eu ensuite d'autres sons de cloche pour dire que oui, du côté du gouvernement, mais ça, c'est pas en réaction spécifiquement aux entreprises qui sont citées dans la question, hein, plutôt de manière générale. La réaction pour dire que oui, les entreprises occidentales pourraient revenir. Enfin, mais quand on regarde les sondages dans la population, on voit des choses assez contrastées. L'Evada a proposé un sondage il y a une quinzaine de jours assez intéressant. Donc l'Evada qui est étiqueté agent étranger hein, par les autorités russes, donc et qui proposait un sondage assez intéressant sur l'opinion des Russes à l'égard du retour des entreprises étrangères. Et elles sont pas attendues comme le Messie, si on veut, mais évidemment que certaines d'entre elles sont plus attendues que d'autres. Et c'était intéressant de voir quand on testait auprès de l'opinion les grandes enseignes internationales qui sont parties, voir laquelle était attendue en premier. Bon, bah, c'était pas ni Engie ou je ne sais quelle entreprise française qui est partie. La première entreprise que les Russes attendent de pied ferme, c'est Ikea. C'est Ikea. En deux, on avait, je crois, de mémoire Adidas. Et je crois que la première entreprise française qui est attendue en vertu de ce sondage elle est en neuvième ou dixième position, et c'est Renault, vous voyez, qui, vu le contexte dans lequel leur départ s'est effectué, pour le coup, a bien peu de chance, si tant est qu'il le souhaite, hein. Il y a eu des déclarations du dirigeant, mais bon, si tant est qu'il le souhaite, c'est quand même bien peu de chance en état actuel qu'il puisse, à mon avis, revenir vu la façon dans laquelle le départ a eu lieu, mais bon, il peut toujours avoir des surprises. oui, on n'est jamais à l'abri de rien. En fait, la question était peut-être plutôt à l'inverse. Est-ce que ces déclarations des dirigeants d'Engie, ce serait pas plutôt une carotte pour les autorités russes pour les pousser à une négociation de paix la plus rapide pour qu'ils puissent revendre leur gaz de nouveau en Europe? Bah, je pense que quand je vois l'état d'esprit, enfin des commentaires, des discours, des petites phrases qui sont lâchées, etc., j'ai le sentiment que, en fait, d'une manière générale, la posture qui est projetée, c'est celle de dire que on n'est pas forcément demandeur, et qui traduit donc un état d'esprit dans lequel la position russe s'estime quand même plutôt en position avantageuse, voire en position de force, tout du moins à l'égard des Européens. Je dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est en tout cas l'image qu'on veut projeter
et que ça peut traduire même un état d'esprit, et que c'est pas seulement de la façade, c'est peut-être même quelque chose qui est clairement enraciné chez certains représentants, dirigeants politiques, etc., et peut-être économiques. Donc, à cet égard-là, la carotte, elle perd un peu de son attractivité. Maintenant, il y a un contexte, et ça ramène à ce que je disais tout à l'heure sur la guerre tarifaire, les aspects pétrole, et cette pétrole et gaz, qui fait que pour l'instant, évidemment, il y a de la, et ça a été commenté par Arnaud lors du dernier briefing, hein, qu'il y a une pression sur le budget fédéral russe parce que le rouble est trop fort, converti en dollars, hein, et que le tarif du baril est trop bas par rapport à l'hypothèse du budget fédéral. Sauf que on n'est que début avril, c'est ça peut être tout à fait conjoncturel, ça peut remonter, ça peut peut-être encore s'aggraver, on ne sait pas. Donc à ce stade, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas le feu au lac, hein, mais on peut évidemment considérer ces déclarations à l'aune de ce contexte-là. Euh, Maintenant, il y a des infrastructures qui sont détruites, on les connaît bien, Nord Stream 2, il y a des sanctions sur les pétrole et gaz par tube. Sur le GNL, il y a une perspective de sanctions. Pour l'instant, ça fonctionne encore, mais on sait que les Européens veulent encore, comment dirais-je, davantage diminuer le GNL russe. D'ailleurs, sur le premier trimestre 2025, il y a eu plus de gaz américain importé en Europe que de gaz russe malgré le GNL et malgré les. Donc, c'est un peu la tendance, comment dirais-je, contraire de ce qu'on a vu en 2024. Parce qu'en 2024, finalement, il y a eu quand même beaucoup de gaz russe qui est arrivé en Europe à travers les livraisons de GNL, via l'Espagne, par exemple, mais pas seulement. Et là, on voit que sur le premier trimestre, c'est le gaz américain qui, donc forcément le GNL, hein, qui l'emporte. On verra ce qu'il en sera pour l'année, mais, il faudra le relier au contexte international de fluctuation des prix des commodités. Une fois de plus, s'il y a une grave crise en Iran avec des bombardements, des choses comme ça, alors là, évidemment, les prix vont tout de suite monter en flèche. À ce- Ce qui serait profitable, on va dire, dans l'absolu pour les Russes du point de vue comptable, mais en fait, vu les conséquences potentielles géopolitiques, c'est pas nécessairement quelque chose de très souhaitable non plus. Oui, enfin, ceci dit, je pense que les propos d'Engie ont dû trouver une oreille attentive chez Gazprom, qui a eu des résultats un peu difficiles cette année, enfin, l'année dernière, et donc qui a peut-être une société qui a un certain point en Russie et qui peut avoir une certaine force de persuasion vers les autorités, non? Oui, c'est possible que, effectivement, ça soit quelque chose qui soit en théorie bienvenu, mais bon, il y a des sanctions sur les tuyaux. Le GNL, bon, Gazprom, c'est pas forcément le premier acteur sur le GNL. Euh, et il y a le Turkish Stream qui fonctionne déjà à plein régime. Les Nord Stream 1 et 2 sont détruits. Et enfin bref, il y a un processus de reconstruction, mais il y a des sanctions aussi dessus. Mais c'est vrai que les Allemands aussi seraient pas forcément, comment dirais-je, désintéressés d'avoir peut-être du gaz moins cher. Mais pour l'instant, quand on voit les déclarations évidemment de M. Merz politiquement, en plus de tout le contexte et des sanctions, du millefeuille de sanctions, ça paraît quand même assez hypothétique. Merci. Alors, on va finir avec une question qui n'a absolument, enfin, qui a pas directement à voir, quoique le pays concerné est aussi un gros producteur de gaz. On nous demande si les tensions actuelles entre la France et l'Algérie, faut-il y voir d'une certaine façon la main de la Russie? Et sans être complotiste, quelles sont les positions de la Russie en Algérie? Il y a eu des périodes très fortes de coopération pendant des années. Est-ce que c'est encore une collaboration étroite ou est-ce que c'est plus distant? Non, non, ça reste un partenaire principal de la Russie en Afrique du Nord et en Afrique du Nord, Moyen-Orient et en Afrique en général. Un partenaire commercial quand même de premier plan, un partenaire historique. Et je dirais que ceci est illustré notamment par les récentes suspicions très fortes de livraison à l'Algérie ou de quasi-livraison à l'Algérie de Sukhoi 35 qui auraient dû être livrés à l'Égypte. Et puis l'Égypte a renoncé finalement à l'achat après 2022 en raison du risque de sanctions. Il y avait donc une escadrille de Sukhoi 35 qui manifestement pourrait finalement trouver leur chemin, en tout cas trouver preneur avec l'Algérie. Bon.
montre quand même qu'il y a toujours, au niveau militaro-technique, des choses assez substantielles qui se passent, qui traduit un partenariat politique toujours très solide. Néanmoins, il y a des sujets de divergence, et les sujets de divergence, il faut regarder plus au sud, il faut regarder vers le Sahel, où les Algériens ne sont pas forcément très satisfaits de l'augmentation de la présence russe au Mali, par exemple, et de l'activité de ce qui était Wagner, et ce qui reste encore Wagner, mais qui est assez déclinant au Mali. Là, en revanche, il y a des sujets quand même assez délicats entre les deux, mais pour l'instant, les Russes arrivent à naviguer. Ils arrivent à entretenir une relation très commercialement florissante avec le Maroc, d'une part, tout en maintenant des liens aussi, comme je l'ai dit, assez historiquement proches avec l'Algérie. D'ailleurs, les entreprises russes, notamment dans le domaine de l'IT et des softwares et des logiciels, sont présents en Algérie. Il y a des bureaux de représentation médiatique qui vont ouvrir en Algérie, représentation médiatique russe, hein, évidemment. Il y a des partenariats au niveau des universités de l'autre côté de la frontière avec le Maroc qui se développent. Là aussi, dans le domaine de l'IT, les entreprises russes sont assez, cherchent à s'aménager une place sur le marché au Maroc. Donc, ils arrivent à gérer les relations avec les deux. Je pense que là, toutes les affaires qu'on entend maintenant depuis plusieurs mois entre la France et l'Algérie autour de Boualem Sansal, autour les expulsions des OQTF, autour des propagandistes ou des blogueurs ou des agitateurs, etc. Je pense pas que, franchement, que les Russes soient pour grand-chose. En tout cas, ils n'ont pas grand-chose à faire, une fois de plus, hein, pour que les Français et les Algériens se disputent sur ces sujets-là. Franchement, là, je vois pas, à mon avis, très peu probable et peu plausible que les Russes y soient pour quoi que ce soit. Merci de ces éclaircissements. Eh bien, nous n'avons pas plus de questions, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, retrouvons-nous jeudi prochain à 17h30, comme d'habitude. Donc, le jeudi, c'est pas le jour de frites, mais non, mais c'est le jour où on parle de tout, y Ouais. compris de la, y compris de la politique et de l'économie intérieure russe. Donc, eh bien, merci encore une fois, Igor, de tous ces éclairages et retrouvons-nous jeudi. D'ici là, bien entendu, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.